Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir. Salam alaikum. Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans Accès Libre, votre émission sur Radio M Post. C'est donc un retour de notre émission de débat et de discussion et d'interview. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Ammar Mohamed Amer, qui est historien au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle CRASC d'Oran. Bonjour Mohamed. Merci Faisal, je suis très content d'être dans Radio M, la radio qui manque, à mon avis. Inch'Allah. Merci d'avoir accepté notre invitation. On s'est croisés au dernier Salon international du livre d'Alger, mais vous êtes là quand même. Je rappelle que vous venez de publier, on va commencer par ça, Mohamed, sur mai 1945, le discours de la presse colonialiste, ou comment la presse à l'époque, les massacres de cette année, à Séti, Harata, également probablement dans d'autres endroits, a traité le sujet. Alors comment justement le sujet a été traité à l'époque? Pourquoi un ouvrage sur mai 45? Beaucoup disent, vous êtes en train de faire du réchauffé. Non, parce que dans ce livre, je me suis intéressé à une mentalité, à une vision de l'Algérie coloniale. Et cette vision, elle est portée par un support important que sont les médias. Ce n'est pas un journaliste que je vais expliquer l'importance des médias. Mais les médias étaient très importants aussi du temps de la colonisation. Pourquoi? Parce que c'est des médias financés par les pouvoirs d'argent pour des intérêts stratégiques. Et dans ce travail d'analyse des contenus des éditoriaux, c'est pour ça que la presse est le reflet de l'histoire. Je le dis, et j'utilise beaucoup la presse dans mes recherches. Et j'ai confirmé, mais en même temps, j'étais très, très étonné, très surpris par la violence de la réalité coloniale. Que ce soit de la part du système colonial et de ses relais médiatiques, donc la presse inféodée à un système qu'elle défend en toute liberté, mais aussi comment les Algériens sont perçus par cette presse, par le système colonial. Donc c'est un travail qui revient sur le dogme de la colonisation, mais aussi sur ses relais et sa perception à la fois du nationalisme algérien, mais aussi de la population algérienne. Justement, comment la presse de l'époque, le livre, je rappelle, est paru aux éditions CID à Alger, comment la presse de l'époque a traité le massacre, le fait que l'armée coloniale tire sur les manifestants désarmés? Vous savez, ce qui m'a le plus choqué, c'est pas le regard de la presse coloniale, mais le regard d'une partie de nos compatriotes. Nous avons des communiqués de soutien. À l'époque? Bien sûr, en juin 1945, des communiqués, des pétitions de certaines corporations d'anciens militaires de l'armée française ou des notables algériens avec leur nom qui disent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est pas le système colonial qui a massacré les Algériens, c'est Dieu. Donc on revient toujours à cette articulation populisme, religion. Donc c'est Dieu qui a armé le bras des policiers, des militaires, des milices civiles pour vous montrer, pour dire vous êtes ingrats, vous n'êtes pas reconnaissants devant la bénédiction de la mère patrie. Donc la mère patrie, la mère nourricière. Mais c'était des notables qui étaient, j'allais dire, des soutiens, des suppôts du régime colonial. C'était une partie
des notabilités algériennes. C'était dans quelle ville? Sétif ou C'était surtout dans le nord constantinois. Nord constantinois. De toute façon, je publie ce communiqué avec les noms et je dis que ce communiqué doit être enseigné dans les universités algériennes parce que l'oubli est dangereux. Ouais. L'oubli. Le déni aussi. Le déni, on est dans le déni. Oui. Beaucoup d'Algériens pensent que cette histoire n'a pas travaillé la société algérienne. Non, le colonialisme, c'est la force du pouvoir colonial et de son armée, mais c'est aussi une acceptation du fait colonial par une partie des Algériens. Là, les notables, on peut comprendre, il y a des intérêts. Oui. Mais il y a aussi des corporations d'anciens engagés de l'armée française qui sont là, qui dénigrent. Ils peuvent soutenir le système colonial, mais ils considèrent que les nationalistes algériens, c'est des ennemis, non seulement de la France coloniale, mais des ennemis de l'islam, mais des ennemis de l'Algérie profonde. Est-ce qu'ils étaient libres en écrivant ça ou est-ce qu'ils avaient subi des pressions? Non, ils étaient libres. Vous savez, il ne faut pas... vous savez, ce qu'ils disaient sur les nationalistes, et moi, ça m'a interpellé dans ces éditoriaux, arrêtez de former des pharmaciens. Nous ne voulons plus de pharmaciens. Pourquoi? Parce que l'un des leaders les plus importants en cette période, c'est Farhat Abbas. Farhat Abbas est devenu le complexe à la fois de cette France coloniale, mais aussi de cette notabilité qui prônait, et ça m'a aussi touché, que l'éducation des Algériens soit circonscrite aux formations professionnelles. Et là, on a vu ça en France après l'indépendance. Donc, pour les immigrés, il vaut mieux qu'ils fassent maçon ou plombier. Mais c'était en 1945. Nous avons des éditoriaux qui disent « Nous formez plus de pharmaciens ». Bon, on avait peur de cette corporation. Écoutez, un pharmacien comme Farhat Abbas, il a quand même créé le mouvement le plus important, qui sont les Amis du Manifeste de la Liberté, qui, malheureusement, n'a pas été reconnu comme un socle de l'histoire nationale. Actuellement, je suis en train de revenir sur cette année, ces années 42-44, où les Algériens ont créé le plus grand parti, le plus grand mouvement de politique de l'Algérie pendant l'Algérie coloniale, qui est les AML, les Amis du Manifeste de la Liberté. Et Farhat Abbas lui-même a été combattu plus par les Algériens que par les Français aussi. Écoutez, vous savez, Farhat Abbas, c'est un intellectuel, c'est un homme qui a écrit, qui a écrit dès son jeune âge des écrits très profonds, qui tout de suite a montré que c'est un homme qui est dans la modernité et qui construit. Il a construit une élite, il a défendu l'Algérie, l'indépendance dans l'Algérie, il a défendu ses idées. Lui, il disait toujours, moi je ne suis pas contre la France, je suis contre le système colonial. Oui. Et pour battre ce système colonial, je vais utiliser les moyens que m'offre ce système colonial. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où l'analphabétisme est à son apogée. On a été dans une société où la pauvreté, où les maladies, où le gel, l'ignorance gangrénait cette société. Lui, c'est un penseur, un homme politique et un penseur. Aujourd'hui, c'est désolant de trouver encore des enseignants à l'université qui ne comprennent pas ce que c'est certains concepts qui décontextualisent certains concepts et certaines situations historiques et qui le mettent dans la case ou la catégorie de ceux qui étaient avec la France. Alors, pas du tout. Farhat Abbas, c'est vraiment Farhat Abbas, Salih El-Haj, Bachir Ibrahimi, les responsables du Parti communiste algérien et d'autres intellectuels et journalistes, ils ont formé cette élite qui, en 1954,
et après va porter ce parti révolutionnaire qui est le FLN. Le FLN, justement, non bien. Le FLN, parce que Ammar Mohamed Amr, vous préparez un livre qui va paraître l'année prochaine, en 2020. Ça sera sur la crise du FLN en 1962. D'ailleurs, Farhad Abbas, il était au cœur de cette crise autant que Bénédicte Belkhada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1962? Il y a eu des livres, notamment le livre de Ali Haroun. Qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche. L'été de la discorde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement cette Moi, j'ai fait une thèse sur archives, sur des dizaines d'entretiens. J'ai eu la chance de recueillir les témoignages de Tahar Zbiri, de Mehri, de Sawt al-Arab, des Fidaïn d'Oran, du Fidaïn de Constantine, bien sûr, commandant Azzeddin, Bou'lam Oussiddiq, Ali Lounissi de la Wilaya 4, des responsables de la Wilaya 3, je suis parti à Al-Bayad, commandant Moufaq de la Wilaya 5. Et j'ai eu l'occasion aussi, je suis l'un des rares chanceux à avoir utilisé les archives du GPRA et du CNRA qui sont à Alger, qui malheureusement ne sont plus communicables. Pourquoi ? Tout à l'heure, si tu veux, on va parler de justement comment des archives, être historien en Algérie. Comment être historien en Algérie, ouais. C'est le grand dilemme. Aujourd'hui, Faisal, tu as écrit en 2012 un article, un éditorial qui a eu qui a pas boosté mais bousculé les historiens algériens, qui est la faillite des historiens algériens, où vous dites, écoutez, on ne produit rien en Algérie. Si on veut, il y a cette idée, si on veut vraiment connaître l'histoire de l'Algérie, il faut aller en France. C'est là où moi-même j'étais formé en France. J'ai eu de la chance parce que j'ai pu consulter les archives à Aix, à Vincennes, à la Courneuve, vraiment la richesse, l'histoire de l'Algérie, malheureusement, elle est là-bas. C'est des milliers, dizaines de milliers de kilomètres d'archives. Ouais. C'est quand même terrible. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de faire de l'histoire en Algérie parce que les archives nationales ne sont pas accessibles. Ils sont où? Non, ils sont là, mais... Il est vrai, on a parlé d'une partie des archives de la guerre de libération qui sont détenues par le ministère de la Défense nationale. Oui, parce que, vous savez, le FLN, c'est un parti paperassier. Quand je dis paperassier, c'est pas pour le critiquer, au contraire, parce que la conception du FLN, c'est de créer un État dans l'État. C'est pour ça qu'il a créé un Parlement qui a très bien fonctionné jusqu'à 1962, un gouvernement de feu et de fer. Il a des ministères, une armée solide au Maroc et en Tunisie, les wilayas, et il avait les archives, parce qu'il voulait dire aux Français, nous sommes un État, dans l'État. Nous avons nos institutions et nous avons nos archives. Donc, les archives du FLN, c'est pour ça qu'on en trouve par tonnes en France. Et il y a les archives des ministères, les archives du MALG, les archives du CNRA. Une partie a été à Dédouche, tout le monde connaît l'histoire. Donc, ces archives, quand l'armée des frontières est rentrée, elle est rentrée aussi avec ses archives. Aujourd'hui, malheureusement, l'institution des archives nationales, c'est devenu une institution fermée. Une forteresse. Une forteresse. Moi, hier, je suis parti aux archives de la Wilaya. J'étais très reçu par le responsable, il m'a très très bien expliqué. C'est toujours la même histoire, il faut faire une lettre. Je suis historien algérien. Pourquoi je dois faire des lettres? C'est-à-dire, même historien algérien, vous faites des recherches et vous parlez de lettres pour demander l'accès aux archives. On ne reconnaît pas ma qualité d'historien, on ne reconnaît pas ma qualité de citoyen algérien, et on sait, vous allez faire des lettres. Déjà, le fait de demander à un historien algérien de faire des lettres, c'est un déni. Mais c'est quoi? On veut cacher les archives? Non. On a peur des vérités? Non, je pense que c'est un problème politique par rapport aux institutions de l'Algérie. Je pense que ceux qui sont à la tête de cette institution n'ont pas compris que
Les archives, c'est la richesse. Les archives, c'est quelque chose qui va permettre à nos jeunes de s'intéresser à l'histoire, d'aller. Moi, quand j'ai eu cette occasion de travailler sur les archives du GPRA et du CNRA, et c'est quelque chose. Vous avez les minutes là, les procès-verbaux du CNRA. Quand Boumediene parlait, quand Farhad Abbas parlait. Ils sont où ces archives? Ils sont à Alger, ils sont là à Birkhadem. Au niveau du centre national des les archives. archives nationales. Et les archives du Maghri, ils sont où? Personne ne sait. Personne, parce que je pense qu'on n'a pas laissé les spécialistes s'occuper de ce volet. De ce volet. On a dit, OK, on va laisser les archives dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Non, les archives... et vous savez que Fouad Soufé a écrit un excellent article en 2014 sur les archives. Oui, c'est un spécialiste. Qui était un des responsables des archives nationales. Et il dit qu'on regresse parce que l'Algérie moderniste après l'indépendance, voulait vraiment être au diapason de ce qui se fait dans le monde, et on était parmi les pays les plus avancés dans la gestion des archives. On a construit des centres d'archives un peu partout, on a formé, mais depuis une dizaine d'années, tout ce qui a été fait, et moi je me rappelle, il y a plus de 10 ans, quand j'allais aux archives nationales, il y avait les Américains, les Français, je pense qu'il y avait les Tunisiens qui venaient, parce qu'il y avait une petite ouverture. Mais depuis une dizaine d'années... On a refermé les archives. On a refermé les archives. C'est une décision politique, vous pensez? Des fois, on incrimine à tort le politique. Des fois, c'est des décisions bureaucratiques. Ouais. Alors, le responsable de la wilaya m'a dit hier, oui, c'est par rapport à ces Français qui viennent essayer de récupérer leurs biens. J'ai dit, oui, mais c'est pas un problème pour l'historien. Si les Français ou je ne sais pas qui veut récupérer, quel est le rapport avec la recherche? C'est pas parce que on a sorti quelques documents, on va fermer. Non, c'est une mentalité. Ça me rappelle un peu la responsabilité collective du temps de la colonisation. Dès qu'un Algérien dans un village fait une bêtise, tout le village qui paye pour lui. Justement, Ammar Mohand, on revient à la crise de 1962. Alors, la question était à l'origine, on est allé sur les archives parce que c'est une question importante. Pourquoi il y a eu cette crise de l'été 62? Alors, déjà, il faut dire que le FLN a été fort car il a su garder une unité face aux Français. Alors que dès le premier jour, même avant le 1er novembre, les crises ont commencé au sein du FLN. Déjà, on a les 22, il y a une partie qui se retire pour des raisons honorables, donc ils l'ont expliqué dans leur ouvrage. Donc on voit très bien, dès le départ, il y a la première crise du FLN. Après, c'est une série de crises larvées, très très graves. L'assassinat de Abban Ramdan, l'affaire Amouri, la crise GPRA, l'état-major, des liquidations, des excommunications, De Gaulle qui arrive et qui essaie d'écraser l'ALN, mais malgré ça, le FLN a tenu au nom de l'unité nationale. Ces institutions ont très bien fonctionné. Je parle bien sûr du Parlement qui est un véritable Parlement. C'est pour ça qu'il faut que ces archives soient ouvertes. Il y avait un débat, on parlait de tout, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il y a le GPRA qui a permis aux Algériens d'exporter, de médiatiser, d'internationaliser leur cause. À l'indépendance, on rentre dans une nouvelle logique. Le 18 mars, on signe les accords d'Évian. Le 18 mars, à 17h, les chefs historiques sont libérés. Donc là, on n'est plus dans l'ancienne organisation. Il y a un personnage
emblématique et important et qui est considéré en 62 comme le leader naturel du FLN, qui est Ahmed Ben Bella. Ahmed Ben Bella, ouais. Aujourd'hui, moi quand je dis ça, les gens sont un peu choqués. Non, Ben Bella, c'est le dernier chef de l'OS, L'organisation secrète. Ouais. secrète, qui est à l'origine du FLN. Et à l'indépendance, il est adoubé, il est consacré comme le leader national naturel du FLN. Mais il y a des problèmes. Le plus grand problème, c'est vous avez deux armées. Ouais. Vous avez une armée qui est De l'intérieur. qui est à l'intérieur, qui sont les wilayas, et vous avez une armée qui est à l'extérieur. Là aussi, je dois ouvrir une grande parenthèse. Beaucoup d'Algériens disent oui, l'armée des frontières n'ont pas fait la guerre. Non, c'est pas vrai. Le FLN, en janvier 60, au CNRA de décembre 59, janvier 60, a décidé que de créer une armée aux frontières pour des raisons stratégiques. Parce que, je parlais tout à l'heure de De Gaulle, quand il arrive, il a une politique sur 3 volets. Le premier volet étant militaire, il va essayer d'écraser l'ALN avec le plan Chal, Ouais. qui est un rouleau compresseur qui part de l'ouest jusqu'à l'est, avec la consolidation des barrages. Donc ça, c'est le volet militaire. Le volet économique, c'est le plan de Constantine. 1958, ouais. C'était au milieu. Quand il vient, donc le plan de Constantine, avec beaucoup d'avantages. Et sur le plan psychologique, donc il commence avec la paix des braves, donc il demande à l'ALN de l'intérieur. Donc on voit bien qu'il essaie de montrer qu'il y a une ALN à l'intérieur, ceux qui se battent. C'est sa formule. Moi, je négocie avec ceux qui se battent. Et après, en 60, avec la grande affaire Salah, il essaie de créer des cessez-le-feu à l'intérieur, des cessez-le-feu locaux. Donc, il voulait faire ça avec la wilaya 4, la wilaya 3. Ça n'a pas marché. Donc, on voit bien qu'à l'indépendance, il y a une ALN de l'intérieur très, très, très démunie, fragilisée, et une armée aux frontières qui, dont le chef, est le chef de l'ALN, c'est-à-dire l'armée des frontières et des wilayas. Et vous avez un chef charismatique qui est soutenu par l'Égypte. Mais là aussi, on doit ouvrir. C'est pas Nasser qui va imposer Ben Bella. L'Égypte était le soutien numéro 1 de l'Algérie. On oublie souvent. Moi, je dis souvent, on ne va pas remplacer l'histoire officielle par une autre histoire officielle. Il faut laisser aux historiens de faire leur travail et d'expliquer. Donc, nous avons le retour de la libération des chefs politiques avec 2 personnages. Le plus important en tant que leader charismatique est Ahmed Ben Bella, parce qu'il était chef de l'OS. On oublie souvent que Ben Bella était le dernier chef de l'OS. Ça, c'est très important. Et vous avez Mohamed Boudiaf. Et on devait régler... L'idée, c'était quoi? Dans les statuts du FLN, c'est d'attendre l'indépendance et d'organiser un congrès national qui allait réunir tous les responsables du FLN et de l'ALN et de bâtir l'Algérie indépendante. Sauf que Ben Bella, sûrement sur les conseils de Nasser, va imposer la réunion du Conseil national du CNRA à Tripoli. Ce n'est pas un congrès, c'est une réunion extraordinaire. C'est pas le congrès de Tripoli, comment on ça nous dit. Non, c'est pas. Vous savez, le CNRA se réunit une fois par an, sauf il s'est réuni en février pour les accords d'Évian et une session extraordinaire en mai-juin 62. Et là, le but, c'était de voter sur la plateforme de Tripoli. Il n'y a eu aucun problème. C'est intéressant aussi de voir les débats. Et Ben Bella voulait imposer
le bureau politique. Le bureau politique, les 5 qui étaient en prison, je cite pour donc Ben Bella, Aït Ahmed, Khider, Betat et Boudiaf, fondateur du FLN. Karim Belkacem, il est à l'extérieur. Et il rajoute Haj Ben Allah et Mohamed Saïd. Donc on voit bien qu'on est dans un bureau politique très orienté, très... Et là, bon, on ne va jamais voter pour ce bureau politique. À partir de là, l'unité du FLN va imploser. Donc Tripoli, c'est l'implosion du FLN historique. Là, on va rentrer dans le jeu des alliances. Et Ben Bella va être plus manœuvrier. Il va réussir à réunir autour de son leadership la quasi-totalité des chefs du FLN et de la LN, dont Farhat Abbas, et bien sûr l'armée des frontières. Parce que l'armée des frontières avait besoin de se légitimer par, étant donné, il y a dans le CNRA de Tripoli, il y a des critiques très très acerbes sur cette armée. Les Algériens, c'est pas déjà dès l'été 62 disent que vous étiez au Maroc, vous n'avez pas fait la guerre, alors que c'est pas vrai, parce qu'il y avait des harcèlements, ils n'arrêtaient pas d'harceler l'armée française aux frontières. Mais on est rentré dans la guerre politique, dans l'intérieur contre l'extérieur. Oui, très très clair. Donc Ben Bella, il a les leaders les plus importants, notamment Farhat Abbas, et l'armée des frontières, et une partie des wilayas. Mais il n'y a pas de violence. On est dans le politique. Et vous savez qu'il y avait la crise entre l'état-major et le GPRA, et le 30 juin, le GPRA va limoger, va décapiter l'état-major. Tout à l'heure, peut-être on parlera pourquoi l'armée est importante en Algérie. Le 30 juin, c'est-à-dire la veille du référendum, Boumediene, Qaïd Ahmed et Menjli seront limogés, mais cette décision ne va pas être suivie parce que Ben Bella va réussir finalement à sauver la tête de Boumediene. C'est pour ça aujourd'hui quand on dit que c'est Boumediene qui a ramené Ben Bella sur un tank, ça c'est pas de l'histoire. C'est faux. C'est absolument faux parce qu'en 62, Ben Bella est le leader politique et charismatique. C'est ce que dit Aït Ahmed, c'est ce que dit Boudiaf. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que donc, à l'indépendance, Ben Bella ne va pas rentrer avec le GPRA, ni lui ni Khider. Le GPRA rentre le 3 juillet, là aussi, l'indépendance de l'Algérie et le 3 juillet, et non pas le 5 juillet. Maintenant, ceux qui m'écoutent vont me dire... Pourquoi on a retenu le 5 juillet? Oui, et là je vais expliquer. En 63, l'Assemblée constituante va décider des dates officielles et religieuses. Et il y a eu un débat. Là aussi, on ne trouve pas les minutes de l'Assemblée constituante. C'est terrible. Hein. J'ai eu l'occasion de les voir, mais... Ils ont disparu. Ils ont disparu, mais là aussi, rien que ça, on peut faire des livres. Et on va décider que c'est le 5 juillet. Donc, l'État algérien souverain, il a toutes les latitudes pour décider des dates officielles et religieuses. Alors, le débat, c'est quoi? Pour certains, la France est rentrée le 5 juillet 1830, elle doit partir le 5 juillet 62. Mais pour d'autres, le 5 juillet 1830, ce n'est pas une victoire, c'est une défaite de l'Algérie. L'idée, c'était que De Gaulle, le 3 juillet, va reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Donc, on ne va pas consacrer la date de la reconnaissance par De Gaulle de l'indépendance de l'Algérie.
Pourquoi? Parce que Ben Khadda arrive le 3 après-midi dans l'Algérie libre et indépendante, et le 4, il fait un discours, il appelle les Algériens à sortir le 5, fêter l'indépendance de l'Algérie. À l'époque, était le président du JPRA. Donc le 5, les Algériens sortent, vraiment très belle fête, un peu partout en Algérie, sortent pour fêter l'indépendance de l'Algérie. Donc aujourd'hui, l'État officiel algérien, il a raison de le faire parce que, il a raison, ceux qui ont voté, ils ont expliqué qu'ils ne voulaient pas que le 3 juillet soit associé à De Gaulle, mais pour les historiens, c'est le 3 juillet. Maintenant, la date officielle, c'est le 5 juillet. On ne va pas chicaner sur ça. Mais pourquoi l'armée des frontières entre juillet 62 pour... Bien sûr, l'armée des frontières... Pour tirer sur les Algériens. Ah, ça c'est autre chose. Tout à l'heure, j'ai dit, pour le moment, il n'y a pas de violence. À part, il y a eu un incident à Alger, Wilaya 4, zone autonome d'Alger. Il y a aussi des frictions, Yassif Saadi et la Wilaya 4, Yassif Saadi qui va soutenir Ben Bella. Le Ben Bella va rentrer du Maroc vers le 11 juillet, Tlemcen, un grand rassemblement. Et à Tlemcen, qu'est-ce qu'il fait? Tlemcen va être une sorte de, ce que j'ai appelé dans ma thèse le pèlerinage de Tlemcen. Tous ceux qui veulent être sous le burnos de Ben Bella vont aller à Tlemcen. Donc Tlemcen. Et le 22 Tlemcen, le 22 juillet, il y aura la fameuse déclaration de Tlemcen qui est lue par Boumengel, qui va dire que ce qui n'a pas été fait à Tripoli est fait à Tlemcen. Donc, une grande partie des membres du CNRA de Tripoli se sont réunis à Tlemcen et ils ont voté pour le fameux bureau politique à 7 membres. Aït Ahmed ne va pas accepter, Boudiaf ne va pas accepter dans un premier temps. Là, on va rentrer dans la violence. Pas encore. Donc, 2 jours après, donc, vous avez le groupe de Tlemcen, Ben Bella, Farhat Abbas, Boumediene, Ben Sherif, et 2 jours après, il y aura le groupe de Tizi Ouzou. En réaction à quoi? Pas au groupe de Tlemcen. Parce que le 25 juillet, l'armée des frontières, qui est rentrée sans problème par l'ouest, parce que la Wilaya 5 a accepté le leadership de Ben Bella, mais pas toute la Wilaya 5. Hein. La région de Tiaret, elle est restée légaliste avec le GPRA. Mais de l'autre côté, les Ores ont Zbiri, il a rejoint Ben Bella, mais la Wilaya 2, Saout al-Arab, est resté légaliste. Salah Boubnider, mais son adjoint, El Mili, j'ai oublié a rejoint l'armée des frontières. Donc l'armée des frontières va rentrer le 25 juillet en force à Annaba-Bonn et à Constantine. Il y a eu des morts à Constantine. Aujourd'hui, dans la mémoire collective de Constantine, on parle des morts il n'y en a pas beaucoup, mais il y a eu des morts. Donc là, la violence commence. Et là, tous ceux qui étaient contre cette force, cette intrusion de la force, vont créer le groupe de Tizi Ouzou. Donc c'est la Wilaya 3, Ahmadou El-Hajj. Une 4, partie. La Wilaya 4. Non, la Wilaya 4, pour le moment, elle est à Alger. Elle attend son heure qui va venir. Donc nous avons la Wilaya 3, nous avons la Fédération de France, la Fédération du FLN de Tunis, la Fédération du FLN du Maroc, qui était très proche de Boudiaf. Donc Boudiaf et le leader, lui et Krim Al-Qassem, sont les leaders de ce groupe de Tlemcen, qui va durer... Le groupe de Tizi Ouzou. Le groupe de Tizi Ouzou qui va durer que quelques jours, parce que le 2 août, il y aura ce qu'on appelle le fameux accord du 2 août entre le groupe de Tlemcen et le groupe de Tizi Ouzou et Ben Bella. Cet accord, on va décider que
Alger sera démilitarisé et on va accepter ce bureau politique. La Boudiaf va accepter d'être dans le bureau politique, sauf, donc là on est le 2 août, vers le 20 août, on va désigner les membres de l'Assemblée constituante. Oui. On va désigner une première fois, ça ne marche pas. Une deuxième fois, et là, la Wilaya 4 va rentrer en jeu et n'accepte pas, parce que c'est des cooptations de Ben Bella, et surtout Khider va jouer un rôle important. Et là, Boudiaf va démissionner. Ben Bella va quitter Alger le 23 août et la Wilaya 4 n'occupe pas Alger parce qu'elle est déjà à Alger, mais il y a la zone autonome d'Alger 2, il y a il y a la zone autonome Alger avec Azzeddine, qui est avec le GPRA, mais vous avez le bataillon de Yassir Saadi, qui va jouer un rôle important ici à la Kasbah et qui est très proche de Ben Bella. Donc, Ben Bella quitte Alger le 23 août, Boudiaf démission du bureau politique, la zone autonome d'Alger avec ses jeunes, je connais les jeunes, colonel Hassan, notre ami le grand Moujahid Silah Khder Bourga'a, Si Youssef, le Barwaguia, Mohamed Barwaguia, et le 5e qui était à la tête de la Confédération des patrons algériens, Omar, j'ai oublié son nom. Donc c'était les membres de la Wilaya 5. Wilaya 4. Zone autonome, Wilaya 4. Non, c'est la zone autonome, Azzeddine et les frères Oussiddiq, Omar Oussiddiq et surtout Omar Oussiddiq va être arrêté par la Wilaya 4. C'est une autre histoire dans l'histoire. Donc, à partir du 23, c'est la Wilaya 4 avec le colonel Hassan qui sont les maîtres à bord. Et là, Ben Bella va donner l'ordre à l'armée des frontières à Boussaada, à l'hôtel Al-Qaïd, le 30 août, de marcher sur Alger. Donc, il y a 3 bataillons, bataillon ouest, centre, est, qui vont marcher sur Alger. Et le 3 septembre, il y aura la bataille au centre, à Masséna, près de Chlef, et près de Bouira. Et là, il y aura des morts. Khaled Nazar, il en parle, il a dit j'ai jamais vu autant de violence. Silah Khder Bourga'a, il en parle. Tous ceux qui étaient. C'est une guerre civile, en fait. Il y a une guerre civile, et c'est ce moment-là. Déjà avant, les Algériens sont sortis pour dire Sébastien Barakat, et c'est le 3 et le 4. Les Algériens vont se coucher sur les routes pour empêcher l'avancée des chars. Donc c'était l'armée des frontières avec Chabani aussi qui était avec Ben Bella, avec la Wilaya 5, la Wilaya 6 aussi, une partie de la Wilaya 2 qui vont rentrer sur Alger, et l'armée des frontières, Boumediene, ne rentre à Alger que le 7 septembre 62, et c'était fini des wilayas. C'était des Algériens, c'est une guerre fratricide. Il y a eu beaucoup de morts. Justement, ça c'est la crise de 62. Ça, la crise un peu factuelle, les faits, mais je n'ai pas parlé des institutions et tout. Institutions, parce que les retombées, on les ressent jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, Mohamed Amr? Mais que s'est-il passé peut-être brièvement, parce que vous avez cité des noms qui avaient un rôle assez important à l'époque. On a Chabani assassiné, Khider assassiné, Karim Belkacem assassiné, Boudiaf forcé à l'exil, Ben Bella emprisonné après un coup d'État en 1965, Zbiri après, Tahar Zbiri qui tente d'avancer avec ses chars en 1967. Que s'est-il passé? Est-ce que des liquidations physiques? Qui a ordonné ces liquidations? Non, moi je dis que la crise militaire se termine en 67 avec Zbiri. Parce qu'en 62, on est dans les alliances.
certains disent que c'est des alliances contre nature. Farhat Abbas avec Ben Bella ou Boumediene avec Ben Bella. Non, en 62, Ben Khadda et le gouvernement vont se retirer parce qu'ils considèrent qu'ils ont réussi à emmener l'Algérie et la Barr el-Aman, comme on dit, à l'indépendance, avec des accords Évian très bien négociés, contrairement à ce qui se dit à droite et à gauche. On a le GPRA n'est pas à l'origine de la violence. Par contre, l'institution du GPRA va disparaître de l'histoire nationale. Le CNRA, qui était un véritable parlement, il va disparaître. Reste une seule institution solide, qui est l'armée des frontières. Et on a tout fait pour que les institutions politiques disparaissent. C'est la crise. Ouais. Ce sont ce que tu as dit tout à l'heure, les conséquences de la crise. Jusqu'à Et aujourd'hui. on a un leader politique charismatique qui a très bien manœuvré en 62, mais qui après 63, 64 est rentré dans une gestion personnelle autocrate, bien que c'était un révolutionnaire, hein, parce que ses idées c'était vraiment pour la justice sociale et tout, mais il a fait le vide autour de lui. Le premier à le quitter, c'est son bras droit politique, Khidr, après Betat, après Farhat Abbas, dans une lettre où il explique que c'est pas normal. La constitution de l'Algérie nouvelle doit être débattue au sein de l'Assemblée constituante et non pas par des cadres choisis dans un cinéma, le fameux cinéma Majestic. Donc on voit bien que dès le départ, on va vers une haja que j'ai oublié. Pendant la crise, l'Égypte va envoyer des armes dans des bateaux. Nasser va envoyer des chars pour soutenir Ben Bella. Donc on commence l'indépendance déjà par la violence et par l'ingérence étrangère. C'était une lutte pour le pouvoir aussi. Non, Mohamed Harbi, il dit que c'est une guerre de succession. Ouais. C'est-à-dire, le colon est parti, il y a de nouveaux Algériens qui veulent prendre le pouvoir. Exemple, en janvier 63, il y a le premier congrès de l'UGTA à l'indépendance, et là aussi, on va liquider une partie dans Boulam Bourouiba, dans Belqaïd, qui était à l'Achta en France, et Belqaïd dit on a sorti Jean-Paul et Pierre pour les remplacer par Mohamed. Et donc on voit bien que dès le départ, il y a eu cette je dirais pas chasse à l'homme, mais on a fait Tgarbil, comme on dit, mais on est passé à la liquidation physique, parce qu'il y a beaucoup d'assassinats. Après, donc, dans la nouvelle assemblée constituante, il n'y a pas Ben Khadda, qui est le président du GPRA. Il a écarté, comme il a écarté les intellectuels du FLN. Harbi, qui était dans la première liste, va être écarté. Jamal Houhou va être écarté, Ben Habiles, l'ancien. Donc on voit bien que dès le départ, il y a de l'exclusion. Moi je ne dis pas il voulait faire ça, mais c'était la crise. Il fallait choisir, il fallait être dans des chapelles. Donc la chapelle, c'était le groupe de Tlemcen. Ça veut dire qu'on a exclu les intellectuels, on a exclu, on a exclu les institutions charismatiques, les institutions politiques pour instaurer l'armée comme celle institution. Non. C'était Ben Bella qui était le chef politique. Moi je dis en 62, c'est le retour des politiques. Donc c'est plus les chefs militaires, les 3B. Une autre fois, peut-être, on va parler de la guerre. Donc, c'était le retour des politiques. C'était Ben Bella, Boudiaf. Mohamed Boudiaf. Alors là, c'est intéressant parce que le 20 septembre, le jour de la désignation, l'élection, la cooptation de l'Assemblée nationale, le 20 septembre 1962, le PRS déclare sa création. PRS est le parti révolutionnaire. Le parti de la révolution. Donc, celui qui était le principal animateur du FLN au 1er novembre, Mohamed Boudiaf, va créer le premier parti d'opposition le 20 septembre
62. Donc, ironie Il de y l'histoire. avait la PPS aussi. Non, c'est 63. 63, Le le premier, après. c'est le PRS. Et là, moi, j'ai trouvé les tracts du PRS qui sont très, très, très virulents contre l'armée des frontières, qui l'accuse d'être une armée fasciste. Donc, on voit bien que l'indépendance, à la fois, ça a libéré les Algériens. Les Algériens étaient très contents. Moi, j'ai parlé avec les Moujahidines, je parle avec Sil Khdar Bourga'a. Il le dit dans son ouvrage, il a dit quand le cessez-le-feu a été annoncé le 19, ils étaient heureux parce que ils voulaient vivre, ils voulaient revoir leur famille. Donc, le Moujahidine, Mohamedou El Hajj, dans une déclaration qui a été publiée par Gilbert Meunier, ils étaient très très contents de la fin de la guerre, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les Algériens voulaient continuer, voulaient une victoire militaire. Bon, ça, c'est pas de l'histoire. Ils étaient tous contents des accords d'Évian. Ça, c'est des vrais Moujahidines. C'est pas... Mais après, on est rentré dans cette crise multiforme et Qui n'a jamais cessé, en fait. alors pour l'armée, 50 ans après. pour l'armée, 60 ans. l'armée était le GPRA marginalisé, le CNRA s'est arrêté à Tripoli, les wilayas vraiment affaiblis avec des crises à l'intérieur. Dans le livre que je vais publier, je vais expliquer l'histoire de chaque wilaya. Chaque wilaya avait ses crises, hein, notamment la wilaya 1, hein, avec Zbiri d'un côté et le colonel, j'oublie son nom, le fameux colonel de la wilaya, dont l'université de Beth n'apporte le nom. L'Akhdar, le Hajj l'Akhdar, bien sûr, il est très grand. Donc, mais la seule institution qui n'a pas eu de problèmes importants, bien qu'il y a eu quelques crises, mais qui est restée solide, c'était l'armée des frontières, avec ses cadres. Il y a les cadres qui viennent de l'Aïlen, comme vous me dites, il y a des cadres qui viennent des académies de Bagdad et d'Égypte, il y a des cadres qui viennent de l'armée française, donc, qui sont là, qui jouent un rôle important en septembre, en soutenant Mbella, et après, Ben Bella fait le vide parce que Farhat Abbas va le quitter, Khidr va le quitter, la grande affaire avec Chabani, et donc Aït Ahmed qui va créer le FFS, 65, c'était inéluctable. Cette crise, donc, on lira tout ça dans le livre Crise du FLN 1962 qui va paraître en 2020. C'est vraiment passionnant parce que ça explique beaucoup de choses. Mohamed Amer, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une petite question seulement sur la revue que vous allez publier au CRASC. Oui. Une scéniette qui sera consacrée au Hirak, au mouvement de contestation. C'est l'histoire en marche. Et la revue reportera, je pense, le titre Société en mouvement. Société en mouvement. Ouais. Alors, le CRASC, le 22 avril, a fait un débat. On était peut-être la première institution officielle à organiser un débat sur le Hirak avec un juriste, un constitutionnaliste, un sociologue et un politiste, et moi aussi, historien. Et nous avons lancé un appel à contribution pour un numéro sur le Hirak. Nous avons voulu prendre le temps parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ce Hirak qui, à mon avis, est un moment historique, c'est un moment inédit dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Ouais. Et là aussi, en 2020, nous allons sortir un numéro spécial sur Algérie 2019, une société en mouvement, qui va restituer ce qui s'est passé, mais avec un peu de recul, parce que je pense que le Hirak n'est pas fini, mais on va essayer d'être le plus proche, mais aussi en étant dans une approche universitaire. Donc on va essayer de travailler sur des concepts, sur Hirak, révolution, mouvement social, donc pour expliquer, pour donner des éléments à nos lecteurs, aux lecteurs d'Insaniyat. Merci beaucoup Ammar Mohamed Amer d'avoir accepté notre invitation. Vous voyez que le débat sur l'histoire est passionnant. On aura sûrement l'occasion de revenir vers vous, probablement à l'apparition de Insaniyat, la revue Insaniyat, qui sera éditée par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, CRASC d'Oran. Et je rappelle que vous venez de publier aux éditions Cédia, mai 45, le discours de la presse colonialiste. Et en 2020, on attendra votre livre, Crise du FLN 1962,
2020, en entendant qu'il y ait aussi des livres sur les assassinats politiques. Oui, c'est un peu c'est notre débat. C'est le grand point aveugle de notre histoire sur 63, sur 64, sur 65, sur 67. Mais là, on n'en a pas eu le temps de parler. Pourquoi il y a peu de recherches? Moi, je dis toujours, pour construire une maison, il faut des maçons, mais pour faire de l'histoire, il faut des historiens. Et on a malheureusement de moins en moins. De moins en moins, parce qu'à l'université manque une forme de... C'est toute une série de problèmes objectifs, les archives, la vocation, le monolinguisme. Aujourd'hui, vous avez des chercheurs qui n'utilisent qu'une seule langue et donc ils ne travaillent pas sur des archives écrites en français, par exemple. C'est pas la faute du FLN ou de l'ALN d'écrire en français, mais il faut aussi qu'on sorte de certains préjugés et de considérer l'histoire comme une science académique pour l'intérêt de notre pays. Absolument. On reviendra sûrement dans Accès Libre et Radio M sur l'enseignement de l'histoire, parce qu'effectivement c'est une question importante. Amar Mohamed Amer, vous êtes historien, je rappelle, et chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Faisal, et comme tu le sais, je suis tes articles. Tu n'es pas toujours gentil avec nous, mais c'est de bonne guerre et continue comme ça. C'est ça, belle histoire. Merci beaucoup Amar. Merci mesdames, messieurs de nous avoir accompagnés dans Accès Libre. On se retrouvera très bientôt. Au revoir. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.